Alors, lorsque Zahavi me sort que les cratéropes ont résolu un compromis entre coopération et compétition et que c'est le même problème qu'ont dû résoudre les pionniers du kibbutz. Pourquoi? Parce que les kibbutz ne pouvaient fonctionner que comme des sociétés parfaitement égalitaires et parfaitement solidaires. Et que comment peut-on, dans une société qui requiert un maximum de coopération, entrer quand même en compétition pour pouvoir ressortir du lot, pour pouvoir avoir du prestige, etc. Alors là, quand vous entendez un truc comme ça, vous vous dites, enfin quand vous lisez un truc comme ça ou quand vous l'entendez, vous vous dites, tiens, c'est quand même un peu étonnant que dans une société israélienne où les gens portent la mémoire de ce qui a fabriqué les années, les décades, les décennies qui ont précédé, qui portent la mémoire donc du kibbutz, qui portent la mémoire de certains modes d'organisation, qui portent la mémoire d'une espèce de rêve très original, et que les oiseaux sont imprégnés par ce rêve, vous vous dites, tiens, mais quels sont les rapports finalement entre les pratiques scientifiques, les théories scientifiques et la société dans laquelle ces théories émergent. Et c'est à ce moment-là que je commence à comprendre qu'il y a quelque chose pour moi à faire de ce côté-là. C'est d'essayer de voir, mais comment est-ce que ça se fabrique tout ça? Comment est-ce que se fabrique le fait d'être un être scientifique, dans une culture locale, historique, politique donnée, et d'observer les animaux avec, d'une certaine manière, déjà certaines idées à propos des solutions par rapport aux nécessités de l'organisation. Donc, j'en reviens à mon histoire. Donc, je suis en train d'étudier l'éthologie, je fais mon mémoire, je découvre l'existence du cratérope écaillé, je découvre à quel point il est fantasque. Alors, il y avait les cadeaux, il y avait la théorie du handicap, et puis il y avait quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que Zahavi décrivait que les oiseaux dansaient. Et qu'ils dansaient préférentiellement le matin au lever du soleil, et que c'était vraiment une danse qu'on peut d'ailleurs trouver maintenant si on cherche sur Internet Morning Babblers Dance, avec une musique d'accordéon absolument insupportable, mais qui vous encourage à penser que c'est une danse. Parce que vous voyez des petits oiseaux qui se secouent dans tous les sens. Excuse-moi ma chérie, des petits oiseaux qui se secouent dans tous les sens. Et passer le cap de « ils se secouent dans tous les sens » à une danse, Zahavi l'avait fait. Et donc, il y avait une théorie sur cette danse de la part de Zahavi qui était de dire, c'est une théorie d'une sophistication absolument incroyable, hein, qui était de dire, les oiseaux dansent, en fait, il ne faut pas, bon, la question de la danse, il faut se poser la question de savoir où est-ce qu'elle a lieu, quand est-ce qu'elle a lieu. Parce que ce n'est pas innocent qu'elle ait lieu juste au lever du soleil, alors qu'ils viennent de passer une longue nuit froide. Les nuits sont assez froides dans le désert, en tout cas. Elle l'était au moment où plus tard où j'irai, mais là j'anticipe. Et il ne fait pas encore très clair, donc on ne voit pas très bien. Et on serait presque entre loup et chien plutôt qu'entre chien et loup. Et puis, ils pourraient danser en dessous des acacias où ils ont passé la nuit, et ils le font à l'écart, en pleine vision. Enfin, je vais dire. Ce qui veut dire que c'est le plus mauvais moment et c'est le plus mauvais endroit. C'est le plus mauvais moment parce qu'il ferait mieux d'aller chercher à bouffer, ils ont faim. C'est le plus mauvais moment parce qu'il fait une drôle de luminosité. C'est le plus mauvais moment parce que les prédateurs nocturnes rentrent et se feraient bien un dernier petit coup pour la route. Et les prédateurs diurnes commencent à sortir et ont faim. Et donc, en fait, le cratérope pourrait être vraiment et le petit déjeuner ou le souper de ceux qui passent. Et c'est le plus mauvais endroit, puisque j'ai dit, ils ne le font pas sous les acacias. Et Zahavi va donc penser, mais pourquoi danser au plus mauvais moment ou au plus mauvais endroit? Et c'est comme la théorie du handicap. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit de Zahavi qui ressemble ici à la théorie du handicap? C'est quand les oiseaux font des choses idiotes, qui n'ont pas été sanctionnées par la sélection naturelle, dites-vous bien que ces choses ne sont idiotes qu'en apparence, mais qu'il y a autre chose, que ça doit avoir une autre valeur, un autre sens. Et Zahavi va faire l'hypothèse que dans les groupes qui sont quand même très tenus par la nécessité de la solidarité, hein, je veux dire, ils doivent tenir, il y a des prédateurs, il y a des serpents, il y a des oiseaux prédateurs, etc.,
Il faut que tout le monde soit attentif aux autres. Il n'y a qu'un couple qui se reproduit, il faut nourrir les petits. On est dans le désert, tout le monde doit participer au fait de nourrir les petits. Donc, il y a une solidarité qui doit être vraiment très intense. Comment est-ce que cette solidarité peut être vérifiée, peut être aussi activée, peut être réactivée, nourrie? Eh bien, c'est la danse. Et pourquoi? Un oiseau propose aux autres de danser. Donc, ça veut dire, venez les gars, on va se mettre en danger. Si les autres acceptent, ils envoient un message du style, tu peux compter sur nous. Nous sommes fiables, on prend des risques avec toi. C'est ça le handicap. Avec toi, on prend les risques. Et l'oiseau qui propose la danse prend aussi des risques. Et donc, d'une certaine manière, on a une très jolie théorie qui affirme à la fois que la danse est un test de la fiabilité des relations, donc permet de savoir qui est fiable, mais en même temps, c'est un test qui nourrit la fiabilité des relations. Et c'est très joli. On est dans l'ordre non pas d'une révélation, mais c'est une performance, c'est-à-dire quelque chose qui fait exister du savoir, mais qui fait exister ce sur quoi on sait en même temps. Et ça, c'est passionnant. Donc, je lis tous ces éthologistes, tous ces ornithologues qui me racontaient des oiseaux parfaitement sociobiologisés, qui répondaient tellement bien à la théorie sociobiologique et qui répondaient tellement bien que toutes leurs particularités, toutes leurs individualités, tous les caractères spécifiques ou du groupe ou de la communauté ou d'un groupe culturel étaient complètement écrasés au profit d'une théorie génétique ou d'une théorie, interprétant, extrapolant, prédisant, etc., le devenir de quelques gènes, de quelques misérables gènes d'altruisme. Et puis de l'autre côté, des oiseaux complètement fantasques qui n'en font qu'à leur tête, qui font des cadeaux, qui dansent ensemble, qui testent la fiabilité, etc. etc. Bon, on est quand même dans une perspective quand même tout à fait étonnante. Et je me suis dit, au sortir de ce mémoire, il faudra un jour que je fasse quelque chose avec ce Zahavi, c'est trop passionnant. Et puis, il arrive ce qui était hautement improbable. Moi qui voulais tellement travailler à l'université, donc je sors de mes études, je me dis, bon, je vais devoir être psychologue clinicienne puisque je n'ai pas beaucoup d'autres avenir. L'université, le département de philosophie de l'université de Liège m'appelle par le biais d'un des professeurs que j'aimais beaucoup et me dit, Francis Pire, pour ne pas le nommer, qui avait été d'ailleurs qui avait été un professeur qui avait beaucoup compté pour moi pendant mes études de philosophie, qui était notre professeur de psychologie, et c'est avec lui que je m'étais aussi très fort intéressée à la psychologie, donc me téléphone et me dit, le département veut engager un assistant qui pourra faire une thèse, et il donne une préférence très nette à un assistant qui est formé à la psychologie et à la philosophie, parce qu'il s'agit de m'aider, moi, pour les cours de psychologie, interroger les étudiants, etc. Et donc, coup de peau, on n'était pas très nombreux sur la province, ou même sur la Belgique, francophone, à être à la fois diplômé en psychologie, diplômé en philosophie, et ça s'est passé, je crois, début juillet, et je savais que j'avais mon diplôme 2 mois après. Et donc, j'ai postulé et j'ai été engagée. Et donc, je me retrouve comme assistante, et on me demande de commencer une thèse. Et je commence donc ma thèse, je décide que comme je suis psychologue et philosophe, je vais choisir un sujet qui est bien articulé entre la philosophie et la psychologie, que je vais le faire dans une perspective plutôt de philosophie des sciences, donc de philosophie de la psychologie, et je décide de traiter des émotions. Et donc je vais étudier théoriquement les émotions. Et comme d'habitude, les contraintes, moi, me sont parfois un peu difficiles, donc je n'ai pas toujours envie de commencer cette thèse théorique directement, je m'ennuie un peu dans cette thèse, je cherche des fils. Et puis, je participais à un concours qui s'appelle les bourses du voyage. On m'avait conseillé de le faire, on m'avait dit, tiens, les gens qui ont bien réussi leur mémoire, et j'avais bien réussi, mon mémoire sur l'altruisme chez les oiseaux était... forcément, je m'étais tellement enthousiasmée qu'il ne pouvait pas être trop mauvais, quoi. Il aurait vraiment fallu un accident terrible. Il était plutôt bon. Et, enfin, il avait été bien reçu. Et donc, on me dit, tu devrais présenter ton mémoire au concours des bourses de voyage, tu auras une bourse et tu pourras aller dans un autre labo à l'étranger. Et je me dis, mais tout compte fait, si j'ai la bourse du voyage, je pourrais peut-être aller voir Zahavi et ses cratérums dans le désert. Je me dis, ça, ce serait quand même sympa. Aller voir les cratérums, là. Vous avez entendu parler d'un personnage extraordinaire, vous allez aller assister à ses concerts, à ses chorégraphies, c'était ça, quoi. Et puis, je vais aller comprendre, parce que cette histoire
d'Israéliens, de kibbutz, etc. Bon, mais même si ce n'était pas explicite dans les articles, je me disais, il se passe quelque chose. C'est pas, pourquoi est-ce que je trouve ça en Israël, cet article aussi original, ce sens, ce problème, ces perspectives théoriques tellement bizarres par rapport aux autres, tellement étonnantes par rapport aux autres. Je m'étais dit, est-ce que le fait d'être en Israël ne change pas? Est-ce que le fait d'être en dehors des circuits académiques habituels, ça il l'a reconnu plus tard, Zahavi, que le fait d'être en dehors des circuits académiques, d'être très exclu des circuits, très marginalisé, avait favorisé le fait qu'il ait pu tenir avec cette théorie aussi originale à laquelle personne ne croyait. Hein, je vais dire, on lisait Dawkins, on lisait les grands pontes à ce moment-là, tout le monde disait c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc je savais qu'il était c'était pire que controversé. Je veux dire, il suscitait quelques débats à propos de la théorie des signaux honnêtes. Hein. Est-ce que le handicap est un signal honnête? Enfin, il y avait toute une polémique sur ces questions-là. Donc, il suscitait quand même l'intérêt de certains ornithologues et de certains zoologues, mais personne n'était d'accord avec lui. J'ai vu personne prendre la défense des théories de Zahavi à cette époque-là. Toujours est-il que je vais au concours des bourses de voyage et pour tout vous dire, honnêtement, à cette époque, on était tellement peu de candidats, c'est plus le cas maintenant, tout le monde avait la bourse du voyage. Donc vous auriez pu, bon, je pense que vous auriez ramené un chiffon mal torché, plein de fautes d'orthographe, peut-être que ça ne serait pas passé, mais à mémoire. Donc je ne peux pas du tout considérer que c'était une gloire personnelle, mais c'était une belle époque où donc on pouvait avoir des bourses pour faire des choses tout à fait en dehors des cours. Et je me dis, bourse du voyage, donc je vais aller observer les cratéropes. Alors, faire passer ça à l'université. Vous faites une thèse sur les émotions et vous allez étudier des cratéropes écaillés qui dansent dans le désert. Oui, c'est intéressant. C'est très intéressant. Alors, j'ai essayé de justifier. Oui, mais il y a une partie de ma thèse sur les émotions qui va concerner l'éthologie. Il serait pas mal que j'aille un peu voir du côté des éthologues les plus fantasques, les plus novateurs, ce qui se passe. Allez dans le désert, faites donc votre terrain puisque c'est nécessaire. Et donc je suis partie dans le désert et j'avais une veine incroyable quand j'ai été accueillie par Zahavi, qui avait déjà 70 ans à cette époque-là, qui était dans une forme éblouissante, qui pédalait sur son petit vélo dans le désert, etc. Et j'ai vu une pratique extraordinaire, j'ai vu une pratique vraiment fabuleuse. C'est un homme qui... Alors, j'allais souvent avec lui, on allait marcher dans le désert, on prenait d'abord la Jeep et puis on s'arrêtait. Mais les territoires des cratéropes sont immenses, donc comment les trouver? Là, vous pouvez déjà gambader pas mal avant de retrouver sur des kilomètres et des kilomètres. Allez voir où sont-ils aujourd'hui. Si vous voulez les observer, vous avez intérêt. Alors, qu'est-ce qu'il fait ces avis? Très simple. On roulait avec la Jeep, puis il entendait un son de cratérope, puis il disait, tiens, on va voir s'il ne serait pas dans le coin, parce qu'il me semble que je l'entends. Il les appelait, il avait appris à imiter les cratéropes, mais l'imitation ne devait pas être de trop bonne qualité, c'est pas grave, parce que les cratéropes savaient qui il était. Il avait les poches truffées de pain, il appelait, et qu'est-ce qu'on voyait arriver 5-10 minutes après? Le groupe de cratéropes qui disait, tiens, voilà notre humain. On va se faire un premier petit breakfast, parce qu'il était on partait à 4-5 heures du matin, hein, on voyait le soleil se lever, parce que c'est le moment où ils se réveillent, donc il fallait être là au moment de leur réveil, parce que c'est le moment socialement le plus intéressant. Après, vers 10 heures du matin, ils vont être très calmes, jusqu'à 4 heures de l'après-midi, puis à 4 heures, les activités. Ils sont ensemble et tout, mais il n'y a pas vraiment, enfin, il ne se passe pas vraiment beaucoup de choses, donc on observait de 4-5 heures du matin à 10 heures du matin, et puis on reprenait vers 4 heures de l'après-midi jusqu'à 6-7 heures du soir. Et donc, et les cratéropes venaient, et puis on voit Zahavi, accroupi au milieu de son groupe, et qui distribue des morceaux de pain, et puis des cratéropes qui viennent sur ses épaules, etc. Je me suis dit, mon Dieu, aussi, tout ce qu'on m'avait dit de la pratique scientifique, de la bonne distance, du mérador pour ne pas que les oiseaux sachent que vous les observez et tout, ici, c'est quand même particulier. Et donc, j'étais dans un univers absolument extraordinaire, mais c'est une chance que j'ai eue. Mais quelle chance j'ai eue. Et Zahavi était passionnant. Et c'est intéressant aussi, c'est que je lui ai dit, moi, vous savez, je suis philosophe, je suis philosophe, j'étudie les problèmes de philosophe. Il m'avait répondu très tranquillement, je m'en fous. Je m'en fous. Et j'avais essayé de lui expliquer ce que je cherchais, le rapport, par exemple, de kibbutz, etc. Il m'a répondu, je ne comprends rien de ce que vous me dites. Alors, j'avais fait lire un petit article que j'avais écrit sur Darwin et Kropotkin, que j'avais publié dans une revue israélienne
Ça, c'est aussi des relations d'amitié, etc. J'avais rencontré un juriste enseignant, je ne sais plus à quelle faculté, je crois que c'est à Jérusalem, et qui m'avait dit, vous partez en Israël bientôt, parce que je lui avais dit, oh, je suis contente, je vais aller en Israël dans quelques mois, je vais au mois de mars, on doit être au mois de juin ou quelque chose comme ça, je vais l'année prochaine, ça a dit oui. Il m'avait dit, si vous voulez bien accueillir en Israël, ce serait bien de publier déjà un article dans une revue, comme ça, vous ne serez pas tout à fait inconnu, vous aurez déjà... Et il avait raison, hein. Et il m'avait dit, si vous voulez, moi, je m'occupe de la revue des juristes en anglais. Ça nous intéresse d'avoir un article de qu'est-ce que c'est que la philosophie de l'éthologie, etc. Et donc, je leur avais fait un article, pas trop mal foutu, mais bon, très conventionnel, très conforme, très classique. Je n'écrirai plus jamais ce genre de choses maintenant, sur la controverse entre Kropotkin et un naturaliste en faveur de la coopération, qui observe beaucoup plus de coopération, et Darwin, ou plutôt les néo-darwiniens, qui observent plutôt de la compétition. Et donc, j'avais un peu mis en scène ce truc-là. Et donc j'avais cet article étant publié dans cette fameuse revue, j'étais persuadée que tout le monde allait m'ouvrir les bras en Israël. Et donc, je fais lire, ça n'a rien changé du tout, mais c'était une bonne idée quand même. J'ai fait lire l'article à Zahavi et il me dit je ne comprends rien à vos préoccupations. C'est ça être philosophe. Je dis, mais oui, c'est ça être philosophe. Donc, alors, il m'a dit, vous savez, moi, le fait que vous soyez philosophe, c'est pas... Il est mort. Tant mieux. C'est ce qu'on espérait, mais ça a pris du temps. Et donc, je repars. Et donc, il n'est pas si mort que ça. Oui. On pourrait peut-être le taper par la fenêtre. Alors, j'en étais à... Attendez 2 minutes. Cet article. Oui. Et donc, Zahavi disait, vous savez, vous êtes philosophe, je ne comprends pas très bien ce que c'est, ni ce qui vous intéresse, mais moi, vous venez avec moi dans le désert, vous observez, vous essayez de ne pas faire trop de bruit, quoi. Hein. Et encore, on peut faire du bruit parce qu'il était hyper cool. Il dit, vous savez, c'est un peu comme... On est comme des éléphants pour eux, donc on pourrait leur marcher dessus si on est très maladroit, mais à part ça, ils s'en foutent, quoi. Ils savent bien qu'on n'est pas très dangereux. Et c'est d'ailleurs ce qui les met en danger, parce qu'il y a des gens qui peuvent être dangereux pour eux, donc c'est toujours un risque de rendre les humains en apparence non dangereux pour les cratéropes, parce que quand il y aura des humains dangereux, ils ne seront pas assez méfiants. Mais bon, toujours est-il que ce qu'il s'est passé, c'est qu'il m'a considérée comme une étudiante en formation en éthologie, et ça, c'était impeccable. Donc il a tout de suite compris que je ne connaissais pas aussi bien l'éthologie, ce que je n'étais pas une bonne chercheuse, je n'avais pas fait beaucoup de terrain, donc il a tout de suite compris que j'étais assez novice dans l'affaire, je connaissais un peu les théories sur les oiseaux, mais bref, pas d'excès quand même. Et donc ça, c'était génial parce qu'il m'a donné exactement la position que j'aurais pas pu, je ne savais pas, mais j'aurais pas pu souhaiter meilleure posture pour étudier ce que j'étudiais. Il m'a mis dans la position d'une étudiante en formation. Et donc je pouvais poser tout le temps des questions et il y répondait. Et mes questions n'étaient pas des questions philosophiques, c'est qu'est-ce qu'il fait là maintenant ? Et comment vous savez que c'est ça qu'il fait, pas autre chose? Et qu'est-ce qui vous a permis d'affirmer ça, etc. Et donc j'ai pu vraiment interroger ce qui allait devenir pour moi mon sujet de passion. C'est comment on connaît. Qu'est-ce qu'on connaît? Comment on fabrique une histoire? C'est quoi un bon récit? Quel type de récit permet de faire attention à plus de choses qu'on ne voyait pas autrement? Quel type de récit crée de monde? Quel type de récit oblige à faire attention? Quel type de récit vont être féconds pour d'autres récits plus féconds encore. Si vous dites que, par exemple, quand le cratérope danse, qu'il se gigote parce que c'est simplement des pratiques sociales de ce qu'on appelle le grooming, c'est-à-dire de toilettage, et que vous dites, bah, c'est rien que ça, vous fabriquez quoi comme histoire avec ça? Mais pas grand-chose. Vous dites, bon, ben voilà, on renforce la théorie classique, on renforce les liens sociaux à coup de toilettage. En revanche, si vous dites, il danse, et que vous faites attention, mais mauvais moment, mauvais lieu. Donc vous êtes obligé d'être plus inventif. Et donc vous avez un récit où, tiens, peut-être que la confiance importe pour les cratéropes, peut-être que la question de la fiabilité, la question du test. Et puis vous avez, à ce moment-là, d'autres comportements vont devoir recevoir une attention semblable et se dire peut-être que l'hypothèse que j'avais jusque-là pour ce comportement-là, elle est un peu pauvre par rapport à cette histoire de danse. Donc peut-être qu'il faudrait imaginer quelque chose de plus compliqué. Donc on n'a peut-être pas observé, peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues. Donc vous voyez, c'est en quoi un récit est génératif. Et je crois que c'est ça, la vérité générative d'un récit. C'est vous allez produire plus de vérité pour avoir plus de réel. Vous allez multiplier les mondes, vous allez multiplier ce à quoi vous êtes obligé d'être attentif. Et donc,
J'ai suivi Zahavi, avec cette posture d'étudiante dont je n'imaginais pas un seul instant qu'elle allait être ma posture, puisque j'avais tout fait pour être reçue comme une philosophe et pouvoir avoir des discussions philosophiques. Et heureusement donc que ça n'a pas marché et que j'ai pu avoir cette posture d'étudiante. Alors ça c'est la première chose. La deuxième chose, hormis la gentillesse de Zahavi, hormis l'autre chance de cette curiosité que suscitent les cratéropes, parce que ce sont des êtres curieux et producteurs, générateurs de curiosité. Bref, hormis ça, j'avais une troisième chance, c'est qu'il y avait d'autres chercheurs que moi sur le terrain, mais des chercheurs vraiment aguerris. Donc il y avait quelqu'un qui venait de Cambridge, Oxford, donc un sociobiologiste anglais qui était extrêmement intéressant, mais qui venait avec des théories sociobiologiques. Il y avait une chercheuse qui venait de l'UCLA aux États-Unis, bref. Et puis il y avait un chercheur qui s'appelait Ronnie Hortzeyer, que j'ai pu aussi suivre et qui était, lui, formé par Zahavi, mais formé aussi par l'école de la sociobiologie, par les méthodes expérimentales, par la nécessité de la preuve, qui était beaucoup moins une préoccupation de Zahavi. Et j'ai pu me dire, tiens, ce matin, je vais avec Ronnie, cet après-midi, je vais avec Zahavi, demain, j'irai avec John. Et là, j'ai pu leur faire, puisque j'avais adopté cette posture d'étudiante en formation, je pouvais leur faire ce coup-là à tous et de dire, mais tu vois quoi toi maintenant? Et pourquoi est-ce que tu vois ça? Tiens, c'est bizarre, j'ai vu la même chose avec Zahavi hier. Et ben lui, il avait une autre interprétation. T'en penses quoi? Qu'est-ce qui te permet de penser que Zahavi a tort? Et donc j'ai pu faire, en fait, sur le terrain, empiriquement, une étude des controverses, telle qu'elle se présentait, en voyant moi-même et en étant extrêmement surprise, moi-même, de découvrir deux choses. D'abord, que si John voyait certaines choses, j'étais tout à fait capable de les voir aussi. Je vais dire, si John disait non, c'est pas ça, moi c'est beaucoup plus simple que ça, parce que en général, c'est beaucoup plus simple. Alors, je pouvais voir beaucoup plus simple. Donc, il n'y a pas de délire, il n'y a pas de cécité. Et quand Zahavi les voyait danser, moi je dansais avec les cratéropes, je les voyais danser aussi, je veux dire par là que... Donc ça voulait dire que y a pas... que voir est déjà quelque chose d'extrêmement compliqué et qu'on peut voir deux choses différentes, mais en fonction de ce que vous allez voir, et là je reprends ce que je viens de dire il y a 2-3 minutes, en fonction de ce que vous allez voir, ce à quoi vous allez prêter attention, vous allez créer un certain type d'histoire ou un autre type d'histoire. Bref. Toujours est-il que me voilà donc à revenir d'Israël après ce moment merveilleux, après avoir découvert toutes ces choses, après m'être vraiment bien amusé. Je veux dire, amusé, on se lève à 3 heures du matin, on ne va pas dans les boîtes de nuit, mais amusé dans le sens où il se passait toujours quelque chose, où ces oiseaux étaient passionnants. Et me voilà revenir d'Israël, et puis je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec tout ce que j'ai? À quoi ça rime? Je n'ai jamais vu quelqu'un parler de ce genre de choses. Ça ne correspond pas du tout à la philosophie des sciences telle qu'on la pratique. J'aurais dû normalement analyser des articles, dire, etc. J'étais partie avec l'idée qu'il me semblait que la science était contaminée par l'idéologie, les kibbutz et les cratéropes. En fait, pas du tout. C'est la perspective classique et traditionnelle en philosophie des sciences quand on fait de la science, quand on fait des recherches sur les articles et qu'on essaie de trier le bon grain de livret, de voir les connexions historiques avec l'invention de telle ou telle théorie. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Les cratéropes, ils dansent. Et le fait que ça ait marqué le kibbutz, eh bien, peut-être que Zahavi a été capable de voir ces cratéropes danser, en effet, parce que lui-même dit, au pire moment du kibbutz, on était en pleine guerre et toute la nuit on dansait quand même. Peut-être que ça a à voir, peut-être que... Pourquoi obliger les chercheurs à oublier tout ce qu'ils sont, tout ce qui les a fabriqués, etc., et à jeter le discrédit sur ce qu'ils vont produire comme type de savoir, alors que ce qu'ils sont, ce qu'ils les a fabriqués, le fait d'avoir dansé toute la nuit en pleine guerre et tout, le fait de penser kibbutz, lui a permis de voir des choses que personne ne voyait. C'est-à-dire faire ce qu'Isabelle Stenger appellerait fabuler, c'est-à-dire rendre perceptibles des choses qui ont été tenues pour négligeables jusqu'à présent.